Mais les vacances ont été dures, un peu comme Stéphanie, elle l'a nommé, là. Ouais, Eh, c'est normal. Seigneur, quand on n'est pas dans notre horaire, c'est épouvantable. Mais oui, c'est normal. Mais ça, c'est comme pour tout le monde, là. C'est ça pour tout le monde. À moins de. Tu sais, la seule façon de pallier à ça, c'est de dire, bon, ben, je planifie mes vacances, puis je prends tout de suite en considération que je vais courir là, là, là. Ça, c'est la seule façon de, comme, garder le rythme. Mais Mhm. si tu fais tes vacances, puis tu dis, je vais courir quand ça va m'adonner, c'est comme, il y a beaucoup de chances que tu y ailles pas, là. Non, non, c'est ça. Puis c'est correct aussi, là, tu sais. C'est ça que je t'ai répondu aussi, tu sais, à un moment donné, c'est correct aussi de. Tu sais, c'est ça la vie, dans le sens qu'il va y avoir des moments où on ne sera pas capable de garder notre rythme, mais l'important, c'est juste de revenir rapidement. Tu sais, Mhm. l'objectif, c'est pas de faire 3 entraînements par semaine à tous les semaines pendant toute l'année. Tu sais, c'est comme un objectif qui est presque irréaliste, là. Dans la vie, il arrive des affaires, tu sais, des imprévus, puis il y a aussi des vacances, puis. Fait qu'après ça, faut pas se culpabiliser d'être sorti un peu, mais c'est juste de se ramener rapidement. C'est vraiment ça la OK. clé. Parce que, en fait, trop souvent, ce qui arrive, c'est que c'est comme là, j'ai relâché pendant mes vacances, puis là, c'est long avant de se remettre en action, parce que c'est dur de se remettre en action, parce qu'on est bien dans la petite zone où on se dit, ben, Mhm. j'ai pas à faire d'efforts aujourd'hui, tu sais. Mhm. Fait que c'est de sortir rapidement de cette zone-là. OK, Ouais. c'est fait. C'est C'est ça. sorti. C'est réglé. C'est réglé. OK. C'est Hey, ça. je m'excuse pour celles qui vont écouter l'enregistrement différé, mais là, il faut que je dîne. Eh T'aimes-tu ben mieux que non, je c'est ferme correct. ma caméra, Marie-Pierre? Ou... Ben non, dans le fond, moi, souvent, ce que je fais, là, c'est que, mettons, quand tu prends la parole, là, on te voit en gros plan, fait que je peux pas te couper, mais, tu sais, quand la petite icône dans le coin, Oui. j'essaie de la cacher le plus souvent possible. Comme OK. les gens ne verront pas manger. C'est bon. Parfait. Merci. Fait que je te laisse aller, puis je t'écoute. Parfait. OK, parfait. Parce que c'est ça, non, j'aime ça de voir les réactions, parce que, tu sais, si je dis quelque chose de pas clair, je vais le voir dans ta face, fait que OK. j'ai une préférence pour ça. C'est bon. Parfait. Fait que, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, le plan, c'est de parler des douleurs les plus fréquentes à la course. Parce que euh, il y a des douleurs qui sont plus fréquentes qu'on voit plus souvent chez le coureur. Puis les blessures de course, tu sais, ça reste qui sont quand même fréquentes. Puis moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de savoir, tu sais, comme moi, je trouve que j'ai la chance de savoir, tu sais, mettons, je suis en train de courir, puis là, j'ai une douleur qui apparaît. Ben, juste le fait de la reconnaître, de savoir c'est quoi, de savoir si je peux ou non tolérer de la douleur pour cette douleur-là, puis que je sais quoi faire avec ça. C'est juste ça, c'est comme ça réduit beaucoup l'anxiété, puis ça augmente tu sais, la confiance aussi. Fait que c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre un peu d'infos par rapport à ça sur les blessures les plus courantes. Là, tu sais, on ne regardera pas toutes les blessures possibles, là, c'est impossible. Mais les 5 blessures les plus fréquentes, on va les regarder. Puis on va regarder aussi le mal de dos. Parce que le mal de dos, c'est pas dans les blessures les plus fréquentes chez le coureur, sauf que c'est vraiment fréquent dans la population. Fait que je pense que c'est pertinent aussi d'avoir les infos, puis c'est ça, d'avoir des connaissances en lien avec ça. Fait que ça ressemble à ça aujourd'hui, le plan. Puis je vais faire le partage d'écran. Puis là, vous voyez, c'est plan du jour pour le Zoom 6 et 7 parce que je me laisse comme une marge de manœuvre pour savoir jusqu'à où je vais pouvoir me rendre. Fait que les 5 blessures de course les plus fréquentes chez le coureur, on va être capable de les voir au complet. Les douleurs au dos, j'ai comme l'espoir qu'on puisse les voir. Puis qu'est-ce qui fait que la douleur persiste? D'après moi, on va le voir la prochaine fois. Mais c'est un des prochains sujets qui s'en vient, puis c'est quand même intéressant. Fait que si jamais, Dani, entre-temps, tu as des questions, fais juste me faire signe. Soit tu lèves ta vraie main ou la main de Zoom, là. Good. Alors, la prévalence des blessures de course. Donc, premièrement, intéressant de savoir que c'est entre 50 et 80 des coureurs qui vont subir au moins une blessure liée à la course au cours de leur vie. Fait que c'est beaucoup. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on en parle. Tu sais.
Tu sais, si tu dis que tu as 80% de chance d'avoir une blessure, ben, tu sais, c'est intéressant de savoir quoi faire avec. Après ça, l'objectif, c'est pas de faire peur parce que ça reste qu'il y a plein de bienfaits à la course. Puis, tu sais, mettons, en santé, souvent, on calcule le risque-bénéfice. C'est quoi les risques de faire une intervention ou de faire une activité versus les bénéfices? Puis, tu sais, le fait d'aller courir, pour la grosse majorité des gens, il y a plus de bénéfices que de risques. Donc, même si le pourcentage est élevé, ça vaut la peine quand même. Il y a un coureur sur deux qui se blesse à chaque année. Donc, c'est 50% des coureurs qui sont blessés, tu sais, c'est beaucoup. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de blessures qui pourraient être prévenues. Ça aussi, c'est pertinent de savoir. Puis, c'est justement dans 80% des cas de blessures chez le coureur, la cause, c'est un changement dans la planification de l'entraînement. Fait que souvent, ça vient d'un changement, d'une progression qui est faite trop rapidement. T'sais, on en parle depuis le début, la quantification du stress mécanique, puis d'augmenter tranquillement. Ben, souvent, c'est ça la problématique. T'sais. Fait que soit un changement trop rapide dans l'intensité, donc soit dans la vitesse de course, bon, ce serait surtout ça à la course, au niveau de l'intensité, soit un changement de vitesse, un changement de dénivelé. Donc, si tu te mets à courir dans les pentes, soit montantes, soit descendantes, alors que tu es habitué de courir sur le plat, un changement dans le volume, ça veut dire que tu cours pendant plus longtemps dans ta semaine ou plus longtemps dans ta journée. Les autres changements, par exemple, changement de surface, changement de souliers, souvent ça rentre en ligne de compte dans les blessures. Pour de vrai, tu sais, les coureurs qui viennent me voir dans mon bureau, souvent c'est une de mes premières questions, c'est comme, c'est quoi que tu as changé? C'est quoi qui est nouveau? Puis souvent, il y a quelque chose de nouveau quand c'est une nouvelle blessure. Fait que dans 80% des cas, c'est ça. Donc, on se comprend qu'il y a une grosse partie qu'on peut contrôler quand même. Donc, pourquoi finalement on se blesse? C'est que les tissus, donc les tissus par exemple musculaires, tendineux, ils sont plus rapidement brisés que la vitesse à laquelle ils sont réparés. Parce que quand on fait de l'entraînement, quand on fait de la course, ben, il y a des micro-lésions qui se font dans nos muscles, dans nos tendons, c'est normal. On les veut, ces micro-lésions-là, parce que ça les permet en fait de se reconstruire encore plus fort grâce au repos. Donc, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, on les veut, ces micro-lésions-là. C'est juste que si on ne laisse pas le temps au corps de se réparer, puis de se rebâtir encore plus fort, ben là, ça fait micro-traumatisme, 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 puis finalement, on régresse. Donc, c'est là où on va avoir une blessure. Donc, on a trop de traumatisme par rapport à la récupération, par rapport à la réparation. Donc, les traumatismes, c'est justement les activités irritantes. Par exemple, la course, par exemple, ça pourrait être n'importe quelle activité, là. Puis la réparation, ben, c'est le repos, le sommeil, une bonne nutrition, puis la vascularisation aussi va aider. Ça veut dire que si tu es trop inactif, aussi ça va nuire. Ça va nuire à la réparation des tissus. Donc, là, je vais rentrer un petit peu dans ce que je vais parler plus tard, mais tu sais, le fait de faire, par exemple, d'aller nager, mettons, tu as une blessure à quelque part, d'aller nager, c'est pas les mêmes stress, mais ça va aider le corps à vasculariser, puis les tissus, ils vont se réparer plus vite. Les tissus, par exemple, justement, les muscles, les tendons. Donc, la bonne quantification du stress mécanique, c'est 80% du traitement des blessures chez le coureur. Donc, 80% des cas, la cause, c'est une mauvaise quantification du stress mécanique. Puis en plus de ça, ben, le traitement, dans 80%, en fait, le 80% du traitement, c'est aussi une bonne quantification du stress mécanique. Donc là, vous comprenez pourquoi je vous en ai parlé dès jour 1, parce que c'est comme vraiment, vraiment important. Fait que là, les 5 blessures les plus fréquentes chez le coureur, je vous les nomme ici, mais je vais toutes vous
les expliquer, puis on va parler de qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment on fait aussi pour les prévenir. Donc, il y a le syndrome fémoro-patellaire. Ça, c'est une douleur qui est en avant du genou. Souvent, les gens vont dire une douleur autour du genou, autour de la rotule ou en arrière de la rotule. C'est 19 à 22% des coureurs qui vont avoir cette douleur-là au cours de leur carrière de course. Le syndrome de la bandelette iliotibiale, là, ça, c'est aussi une douleur au niveau du genou, mais qui est plus sur le côté du genou, ici. Puis, c'est très fréquent. Ça arrive en deuxième position. C'est 5 à 14% des coureurs qui vont avoir cette douleur-là. La tendinopathie d'Achille, ça, on l'appelle aussi tendinite du tendon d'Achille. C'est en arrière de la cheville. Donc, juste au-dessus du talon, on a un petit tendon. Puis des fois, c'est une douleur à ce niveau-là. C'est 5 à 11% des coureurs qui vont avoir cette douleur-là. Fasciite plantaire, ça on l'entend souvent parce que c'est pas juste une blessure de course. Douleur en dessous du pied, au niveau de l'arche plantaire, puis souvent ça vient juste en avant du talon. Souvent il va y avoir une douleur. Je vous montrerai plus précisément avec mon pied tantôt. Puis périostite tibiale qui est vraiment fréquente aussi, puis c'est pas juste pour les coureurs non plus. Tous les sports avec saut, on va en entendre souvent parler. Moi, j'en ai fait quand j'étais gymnaste, des périostites tibiales, mais je n'ai pas fait en tant que coureur. Mais c'est quand même 10% des coureurs qui vont avoir cette douleur-là. Puis là, je regarde ça pour vous donner une idée, là. Tu sais, moi, je me blesse facilement à la course. J'ai un corps qui s'adapte plus difficilement. Je les ai toutes eues, ces douleurs-là. 100%. Euh, donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que, tu sais, je vous ai déjà montré les lignes de base pour, tu sais, mettons, on a vu le Peace and Love, on a vu justement la quantification du stress mécanique. C'est comme des lignes de base qui sont bonnes pour toutes les pathologies. Fait qu'il y a des grosses choses que c'est pareil d'une pathologie à l'autre. Sauf que euh, il y a certaines spécificités pour certaines douleurs. Si par exemple, euh, le syndrome de la bandelette iliotibiale, là, avec cette douleur-là, on est mieux de ne pas courir à tous les jours. Euh, Puis cette douleur-là va mieux accepter des courses rapides avec des pauses fractionnées. C'est pas la même chose que les autres. Fait que ça, c'est des petites spécificités qui sont intéressantes à savoir. Fait que justement, on va parler premièrement de qu'est-ce qu'il y a de similaire à toutes les pathologies, puis en deuxième lieu, on va parler des différences. Donc justement, ce qui est similaire à toutes les pathologies, premièrement, en prévention, on fait attention au changement, bien entendu, parce que c'est 80% des causes. Les exercices de renforcement vont beaucoup aider. Donc, tout ce qu'on fait dans vos exercices fondamentaux. Puis, sinon, d'avoir une technique de course protectrice, ça va aider aussi. Puis ça, on en a parlé aussi dans le passé, de faire attention à la cadence. Fait qu'on veut courir, faire environ 180 pas par minute, plus ou moins 10. Je fais des petits rappels. On essaie de réduire le bruit, faire moins de bruit. Puis le fait d'avoir des chaussures qui sont plus proches du sol, fait qu'avec moins de technologie qui absorbe, ça va aider à avoir une technique de course plus protectrice. Donc ça, c'est en prévention. Ensuite de ça, au début. Au début, ça veut dire quand on commence à avoir cette nouvelle douleur-là, souvent ça va être plus aigu, donc la douleur elle va être plus prononcée, puis on va être plus irritable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les stresseurs irritants pour la pathologie. Fait que si par exemple, le fait de descendre des côtes, c'est pire, descendre des pentes, c'est pire, ben on peut continuer peut-être à courir sur du plat. Peut-être que ça peut passer. Fait que c'est à essayer. Sinon, ça peut être de faire des activités de transfert comme du vélo, la nage, tout autre sport en fait qui sollicite moins cette région-là. Donc, on réduit les irritants, on fait des activités de transfert pour rester actif, en parenthèse vascularisation, parce que le cœur va travailler, il y a plus de sang qui va se rendre dans la région touchée, puis ça va l'aider à récupérer plus rapidement. Les bandages sont souvent intéressants en actif. Ça peut être, des fois, ça va être des bandages compressifs quand c'est bien
bien enflé. Tu sais, on a parlé dans le Peace and Love, mais ça peut aussi être des tapings. Par exemple, des tapings neuroproprioceptifs, kinésiotape. Souvent, c'est très intéressant à utiliser. Puis, il y a aussi, lui qui surprend, mais qu'on a déjà parlé, éviter la glace et les anti-inflammatoires. On en a parlé dans le Peace and Love. Il y a une des pathologies dans les 5 les plus fréquentes qu'on peut prendre des anti-inflammatoires. Fait que c'est ça. C'est ça qui est fun à savoir. Les petites différences entre les différentes pathologies. Fait que ça, c'est similaire à toutes les pathologies à court terme. À long terme, ça veut dire là, on a géré la phase aiguë. C'est moins aigu, mais tu sais, je veux me remettre un peu en action, puis là, comment je fais pour tranquillement progresser? Ben, ça reste que la clé, on l'a dit tantôt, 80% de la job, c'est de quantifier le stress mécanique. Donc, on veut recommencer, par exemple, à courir, mais on va y aller très petit, un peu comme vous avez fait au début de votre programme. Par exemple, 3 fois 1 minute de course pour 1 minute de marche. Puis tranquillement, on progresse, puis on regarde qu'est-ce qui passe bien. Puis là, ça progresse. Ah, cette fois-là, ça a bien passé. Parfait. Prochaine course, on augmente un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Puis tranquillement, on augmente. Puis maintenant, on va être proche de notre ligne. Puis là, c'est une nouvelle ligne parce qu'elle n'est plus à la même place qu'elle était initialement. Puis là, c'est de jouer dans cette zone-là le temps que le corps s'adapte pour ensuite progresser. Fait que, identification du stress mécanique. Sinon, exercice de renforcement. Exercice d'assouplissement au besoin, par exemple, des exercices d'étirement, des exercices de mobilité. Euh, Puis là, ça peut être pertinent à ce moment-là de consulter aussi parce que des fois, de savoir exactement quel exercice ça nous prend, c'est pas nécessairement évident. Fait que ça peut être intéressant d'avoir un avis professionnel. Puis sinon, quelque chose qui est similaire pour toutes les pathologies, c'est que la douleur après la course ou le lendemain ne devrait pas augmenter pour aucune des pathologies. Fait qu'il y a certaines blessures qu'on peut tolérer un peu de douleur pendant. Mais pour toutes les pathologies, après puis le lendemain, idéalement, ça augmente pas. Fait que si ta douleur, par exemple, la fasciite plantaire, la douleur, souvent, c'est le matin. Fait que si le matin, tu te lèves le matin, tu as une douleur de 2 sur 10, mais tu es rendu à une phase de retourner à l'activité physique, tu vas courir. Le lendemain matin, si tu as un 2 sur 10 encore, parfait. Ça veut dire que tu es resté dans une zone qui est intéressante pour le fascia plantaire. Si par contre, le lendemain, tu te réveilles et tu as une douleur à 5, 6 sur 10, oh, là, peut-être que c'était trop finalement ta course que tu as faite. Donc, les douleurs après puis le lendemain, ça donne beaucoup d'informations, encore plus que la douleur pendant la course. Ensuite, c'est quoi qui est différent d'une pathologie à l'autre? Bien, premièrement, au début de la pathologie, donc quand c'est plus aigu, bien entendu, ça va être les mouvements douloureux à diminuer vont être différents. Tu sais, si tu as mal à la cheville versus au genou, ce ne seront pas nécessairement les mêmes mouvements qui vont provoquer de la douleur. Donc, les activités de transfert que tu vas choisir vont être différents aussi. Puis, on a parlé un petit peu quand on a parlé des souliers, mais le choix de chaussures va être différent aussi. Euh, Si par exemple pour une fasciite plantaire, ben là, tu vas vouloir avoir un arche qui est soutenu. Tandis que pour le tendon d'Achille, c'est le talon qu'il faut qu'il soit monté un petit peu. Fait que le choix de chaussures va un petit peu varier d'une pathologie à l'autre. À court terme, ça c'est à court terme. À long terme, les paramètres à réintégrer en premier. C'est vrai que ça, c'est un peu comme je disais tantôt, le syndrome de la bandelette, puis on va en reparler tantôt, là. Mais le syndrome de la bandelette, il tolère mieux la vitesse. Mais le syndrome fémoro-patellaire, lui, il tolère mieux le volume que la vitesse. Fait que le paramètre qu'on va choisir, ça va dépendre de la pathologie. Si on accepte ou non de la douleur pendant la course, ça va dépendre aussi de la pathologie parce qu'il y a des pathologies qu'on peut accepter de la douleur, puis d'autres, on n'en veut pas du tout. Le choix des muscles à renforcer ou assouplir, bien entendu. Puis la fréquence des courses. Fait qu'encore là, il y a certaines pathologies qu'on va dire, idéalement, là, tu cours à tous les jours, un petit peu, mais à tous les jours. Puis il y a d'autres pathologies que c'est comme, espace un petit peu, laisse une journée entre tes courses.
Fait que c'est ça qu'on va regarder les différences entre les différentes pathologies. Donc, première pathologie, c'est la plus fréquente, c'est le syndrome fémoro-patellaire qui est aussi appelé le genou du coureur. Fait que ça donne une idée. Puis d'ailleurs, c'est très fréquent à l'adolescence, pas nécessairement chez les coureurs, là, dans presque tous les sports, surtout encore plus chez les femmes. La prévalence, c'est 19 à 22% des coureurs, puis 16 à 25% des blessures de course. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau avec une blessure de course, il y a 16 à 25% des chances que ce soit un syndrome fémoro-patellaire. Donc, c'est quoi? C'est une douleur en arrière ou autour de la rotule ou de la patella. Je vais me lever, essayer de vous montrer. Fait que la rotule est ici. Fait que souvent, la personne va dire ah, j'ai mal ici ou c'est comme j'ai mal comme en dessous de la rotule. C'est vraiment ça le feeling. Euh, Ça va être euh, provoqué par des activités de mise en charge avec le genou fléchi. Par exemple, des squats. Ça, c'est comme fréquent. Ça fait mal dans les squats, ça fait mal dans les escaliers, surtout en descendant, puis ça fait mal quand je cours. Ça, c'est comme souvent les mouvements qui vont augmenter la douleur. Sinon, l'autre chose pertinente à savoir, c'est que des fois, la position assise pendant longtemps va aussi provoquer cette douleur-là. Syndrome fémoro-patellaire, on appelle ça le signe du cinéma. Parce que si tu as un syndrome fémoro-patellaire, tu vas sûrement avoir mal au genou quand tu vas au cinéma, c'est comme presque assuré. La façon que le genou est plié pendant longtemps, souvent, ça va provoquer de la douleur. Surtout qu'au cinéma, on ne peut pas beaucoup bouger notre pied, on ne peut pas beaucoup l'éloigner. On est comme limité dans nos mouvements, fait que souvent, ça va provoquer de la douleur. Fait que ça, c'est des petits indices pour dire ah, ça ressemble pas mal à ça. T'sais. L'objectif, c'est pas tant que vous vous auto-diagnostiquez, là, parce qu'on a des professionnels pour ça, mais ça donne quand même une idée. Donc, si on a cette douleur-là, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Donc, à court terme, on se rappelle, c'est plus aigu, on a plus de douleur. Fait qu'on va réduire les activités douloureuses, les squats profonds, les descentes, descente d'escalier, descente de pente, volume, vitesse. OK? Des fois, la course peut passer, puis des fois, il faut l'arrêter complètement. Donc, on va faire une activité de transfert, par exemple la natation. Puis des fois, c'est qu'on peut faire encore de la course, mais pas le même volume qu'on faisait. Tu sais, mettons, tu courais 30 minutes, puis là, tu aimes ça, faire ton 30 minutes. Mais là, maintenant, c'est 15 minutes qui passent, mais tu pourrais compléter ton entraînement avec autre chose. Le vélo, des fois, ça passe moins bien pour le syndrome fémoro-patellaire, il faut l'essayer. Souvent, en fait, le vélo, pas de résistance, ça va bien passer, mais quand on commence à forcer, par exemple, dans une côte, là, des fois, ça passe moins bien. Euh, à long terme, puis tu sais, quand je parle de squat profond, c'est que descendre des squats très bas, ça va augmenter la douleur, mais de faire des petits squats, des fois, ça passe bien. Parce que c'est intéressant quand même de le solliciter, mais c'est encore une question de quantification du stress mécanique. Il faut solliciter un petit peu, mais sans provoquer trop de douleur. À long terme, on va commencer par augmenter le volume, ça veut dire le temps de course. C'est ça qu'on va faire progresser. Et le nombre d'entraînements avant d'intégrer la vitesse et le dénivelé négatif, ça veut dire les pentes descendantes. C'est ça qui est le plus irritant, vitesse et pente descendante. On peut tolérer une petite douleur pendant et maximum 2 heures après l'activité. Donc ça, c'est une particularité de cette blessure-là. Fait que si tu as cette blessure-là, tu as ça comme douleur, tu as une petite douleur pendant 2 sur 10, 3 sur 10, tu sais que tu peux le tolérer. Puis si ça ne dure pas plus que 2 heures après ton activité, ça veut dire que tu étais dans la bonne zone. Les muscles à renforcer, c'est le quadriceps puis le fessier. Par exemple, tu sais, c'est ça. Par exemple, squat, fente. Mais c'est aussi une activité qui est irritante. Fait qu'il faut quantifier. Des fois, on va juste moins bas, moins de charge. Puis, on assouplit le quadriceps, donc le muscle en avant de la cuisse. Le TFL, là, ça, c'est le tenseur du fascia lataire. C'est un muscle qui est juste ici. Puis, rapidement, là, on va l'étirer souvent en faisant une adduction. Fait que je vais venir mettre ma jambe en arrière. Ouf, vous voyez rien pantoute, hein?
ma jambe en arrière de l'autre, puis je vais venir m'incliner sur le côté. Euh, mais d'ailleurs, je pourrais vous faire un petit vidéo plus clair là, pour cet étirement-là. Puis l'étirement du grand fessier, vous l'étirez avec le quadriceps dans les fondamentaux 2, je crois, quand vous êtes en pigeon, puis vous pliez puis dépliez la jambe en arrière. Fait qu'on fait un 2 en un, on fait le quadriceps et le grand fessier dans cet exercice-là. Le TFL, on le fait un peu dans la demi-lune. Je me souviens plus, il est quand? La demi-lune, peut-être que vous ne l'avez pas vu encore, mais on le travaille dans cet exercice-là. Si vous avez des questions par rapport à ça, là, écrivez-moi parce que je ne veux pas passer trop de temps pour chaque exercice possible. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Fait que ça, c'est bon. Le syndrome de la bandelette iliotibiale maintenant, c'est aussi appelé le syndrome de l'essuie-glace. Puis là, ça, c'est une douleur assez classique. On la voit souvent à l'extérieur du genou, puis souvent, c'est comme une douleur bien précise. C'est comme, ça me fait mal là, exactement. Puis c'est souvent dans les descentes. Vraiment souvent. Bon, la prévalence, 5 à 14 des coureurs, 10 à 15 des blessures de course, fait que c'est quand même très fréquent aussi. Douleur à la face latérale du genou, je l'ai dit. Puis en fait, qu'est-ce qui cause ça? C'est que notre os, la façon qu'elle est faite, elle a comme un petit pic qui ressort, on va dire. C'est comme un petit pic. Puis la bandelette, elle passe par-dessus ce petit pic-là. Fait qu'à force de passer là-dessus, quand on en fait trop, ben ça s'irrite, tout simplement. Euh, Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est augmenté par la course à cadence lente. Ça veut dire pas beaucoup de pas par minute. Et le fait de courir sur des surfaces régulières. Ça veut dire quelqu'un qui court sur l'asphalte, une belle asphalte droite, qu'on n'a pas beaucoup ici. Piste de course, tapis roulant, va être plus à risque de développer cette douleur-là. Puis dans les descentes aussi. Fait que souvent, ça va faire mal en descendant les escaliers, mais toutes les courses en descente, là, ça va beaucoup augmenter cette douleur-là. Donc, douleur à la palpation de l'épicondyle latéral. Ça, c'est comme dans nos tests, là, c'est notre façon de savoir si c'est bien ça. Parce qu'il y a des douleurs, des fois, qui peuvent être juste autour un peu, puis qui peuvent flouer un petit peu, qui peuvent dire ah, finalement, c'est peut-être pas ça. Mais, tu sais, si vous avez les signes, puis que c'est ces mouvements-là qui reproduisent la douleur, il y a des grosses chances que ce soit ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À court terme, on réduit les activités douloureuses. Donc, les activités douloureuses, il y a en fait le volume de course, donc un trop grand volume de course. La surface régulière, fait que des fois, d'aller courir en sentier, ça peut bien passer parce que les mouvements sont plus différents. Fait que ça ne fait pas toujours le même mouvement ici sur le petit os, puis ça aide. Puis on va éviter les descentes de côte. Si jamais, tu sais, parce que des fois, c'est comme, ben là, c'est parce que c'est dur là, d'éviter toutes les côtes. Des fois, ça peut être des descentes à reculons. Ça va faire moins de douleur. Fait qu'un petit truc en passant. Si c'est bien aigu, là, tu sais. Euh, Augmenter l'intensité des entraînements avec le fractionné. Donc, comme je disais tantôt, cette pathologie-là va mieux tolérer la vitesse. Fait qu'on va courir vite pendant 2 minutes, puis on va faire 1 minute de marche. Donc, on va alterner course et marche. Première stratégie, deuxième stratégie, y aller plus avec la vitesse. Courir tous les 2 jours. Fait que ça, c'est une autre petite différence, là. Idéalement, on laisse passer une journée entre les courses. Et c'est cette pathologie-là qu'on peut prendre des anti-inflammatoires. La raison, c'est que, tu sais, comme je disais, la raison pourquoi on essaie d'éviter les anti-inflammatoires, c'est que ça nuit à la réparation des tissus à long terme. À court terme, ça réduit l'inflammation, donc on va mieux plus rapidement, mais à long terme, les tissus gardent une fragilité. Je vais en parler quand on a parlé du peace and love. Mais
Dans le cas de la bandelette, c'est que c'est une structure qui est tellement raide, qui est tellement solide qu'il n'y a pas bien de chance que ça brise, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on peut prendre des anti-inflammatoires pour cette pathologie-là. Par contre, la glace n'est pas recommandée parce que la glace, ça fait une vasoconstriction. Les muscles vont se tendre, puis plus tes muscles autour sont tendus, bien plus ça va augmenter la friction. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que pour les anti-inflammatoires, on peut en prendre des orales, mais sinon, ça peut être intéressant aussi le Voltaren, qui est une crème qui a un anti-inflammatoire dedans. À plus long terme, donc on commence par intégrer le volume et le nombre d'entraînements avant le dénivelé. Donc, dans l'ordre 1, on y va plus avec de la vitesse et du fractionné. Ensuite, on va intégrer plus le volume et le nombre d'entraînements. Et à la fin, complètement, on intègre le dénivelé qui est plus stressant. On ne veut pas tolérer de douleur pendant l'activité. Fait que lui, dès que la douleur commence un peu ou il y a des raideurs qui commencent à se créer autour, idéalement, ça se finit là. On finit ça en marche. On va varier les surfaces et les mouvements. Par exemple, courir dans un sentier, dans le bois, c'est plus intéressant. Puis, on va faire du renforcement général, puis on peut mettre un emphase sur le renforcement des fessiers. Par exemple, les ponts, euh, les soulevés de terre, on va les voir au numéro 4, je crois, dans les fondamentaux 4. Puis on va assouplir le TFL, le grand fessier, puis idéalement avant de se coucher parce que comme ça le corps il est plus au repos après, puis on va pas revenir le tendre. Fait que c'est super intéressant de faire après. TFL, grand fessier, parce que c'est deux muscles qui s'attachent sur la bandelette. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont venir masser la bandelette. Des fois, ça peut aider un peu. Le risque, c'est d'irriter. C'est plus intéressant encore de masser parce que là, assouplir, ça peut être des étirements, mais ça peut être aussi du massage. Les muscles qui s'attachent dessus la bandelette puis qui attirent. Parce que si elle est tirée par en haut, ben, ça augmente la compression sur l'épicondyle en bas. Donc, TFL et grand fessier, idéalement, on les relâche. Puis encore là, on peut se faire aider. Là, on peut regarder avec massothérapeute ou avec physio, kiné pour se faire aider avec ça. Donc, ça, c'est pour la bandelette iliotibiale. Ah oui, l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, je ne l'ai pas écrit, mais il y a un taping qui est vraiment intéressant pour ça. Fait que si jamais vous avez cette blessure-là, je pourrais vous envoyer une petite vidéo, là. Ouais. Euh, Tendinopathie du tendon d'Achille, là, c'est des douleurs en arrière de la cheville, au-dessus du talon. Fait que des fois, les gens vont dire j'ai mal au talon, puis des fois, c'est comme au-dessus du talon, on a comme une corde. C'est là. Puis des fois, la douleur va être à l'insertion. Je vais essayer de vous montrer. Je fais un petit peu de contorsion pour vous. Euh, ici, on a le talon, puis le tendon d'Achille est vraiment ici. Fait que souvent, la douleur est là, puis quand je viens pincer comme ça reproduit la douleur. Puis des fois, la douleur va être ici, où le tendon s'attache. C'est pas mal ça. Souvent, là, c'est vraiment ici. C'est rare que c'est plus haut. C'est plus haut que ça. Donc, c'est 5 à 11% des coureurs qui vont avoir cette blessure-là. Puis c'est 6 à 9% des blessures de course. Donc, douleur au tendon d'Achille en arrière de la cheville. C'est augmenté quand on va monter sur le bout des pieds. Donc, tu es debout, tu montes sur comme les orteils. Ça peut augmenter la douleur. Faites faire des sauts ou palpation en pince, comme j'ai montré tantôt, quand on vient pincer comme ça augmente la douleur. C'est pire au lever ou après avoir été inactif un certain temps. Fait que souvent, le classique de cette douleur-là, c'est tu n'as pas de douleur dans la journée, ça va bien, tu te couches, puis là, tu te lèves le matin ou tu te lèves dans la nuit pour aller aux toilettes, puis là, tu as l'impression quasiment d'avoir des bottes de ski. C'est dur de plier, puis ça fait mal en arrière du tendon, en arrière de la cheville. Ou même, par exemple, tu travailles en position assise pendant un certain temps, puis là, tu te lèves pour aller te chercher de l'eau, par exemple, puis là, hop, coudonc, la douleur, elle revient. Euh, Puis même des fois, pendant la course, on va même pas sentir de douleur, c'est après qu'on a l'info. Fait que ça, c'est une des difficultés de cette pathologie-là, c'est que des fois, on est en train de s'irriter puis on le sait pas. On le sait juste le lendemain matin.
La douleur peut aussi être augmentée à la compression. Ça veut dire que la façon qu'il est fait, le tendon, mettons que ça, c'est ma cheville. Mon pied est de même. Le tendon passe ici en arrière. Le fait de plier beaucoup la cheville, ça augmente la compression entre le tendon puis les os en dessous. Fait que si tu t'assois avec les pieds en dessous de ta chaise, mettons, puis là, ta cheville est comme ça pendant un certain temps, ben ça risque de irriter plus ton tendon. Fait que ça, c'est une des choses à faire attention. Puis ça, d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les tendinopathies. Ça veut dire que toutes les douleurs au tendon que tu peux avoir, par exemple, le tendon en dessous de la rotule, les tendons à l'épaule, les tendons au niveau de la hanche. Tu sais, par exemple, la hanche, tendinopathie de la hanche, c'est quand même fréquent, là. J'aurais aimé ça en parler, mais je pense qu'il rentre en 7e position. Le fait de s'asseoir avec les jambes croisées, par exemple. Ça, c'est quand même bon pour toi, Dani, même si c'est pas nécessairement une tendinite, là. Euh, le fait de croiser les jambes, ça augmente la compression, puis des fois, ça va l'irriter. Fait que des fois, c'est pas nécessairement juste l'activité qui l'irrite, des fois, c'est juste nos positions. Euh, Sinon, l'autre chose qui peut compresser le tendon d'Achille, c'est le soulier. Si on a un soulier qui monte très haut en arrière puis qui vient comme s'accoter sur le tendon, ben des fois, c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile de guérir. Fait que c'est intéressant de regarder le soulier est fait comment. Est-ce qu'il est mou ou il est rigide? Puis des fois même, on va voir de l'usure dans cette section-là du soulier. Fait que ça aussi, c'est intéressant de voir si tu as une tendinopathie d'Achille, ben des fois, ça peut être intéressant d'avoir un soulier qui est plus mou en arrière pour moins frotter. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les stresseurs et les activités douloureuses. Dans ce cas-là, ça va être plus la vitesse, donc de courir vite. Pliométrie, fait que ça, c'est des exercices de saut. C'est comme j'atterris, je rebondis. En fait, c'est tout ce qui est saut, ça va être de la pliométrie, ça va être irritant. Puis le dénivelé positif dans ce cas-ci, c'est-à-dire que monter des côtes, contrairement à la bandelette, tantôt c'était descendre, là, monter. Pratiquer une activité de transfert. Vélo ou natation, généralement, les deux passent bien. Attention de ne pas maintenir une position en flexion de cheville, pour les raisons que je viens de nommer. Par exemple, la position assise avec les pieds en dessous de la chaise. Augmenter, bon, fait que là, c'est des changements pour la chaussure qui peuvent être intéressants. Augmenter l'amorti. L'amorti, c'est l'épaisseur de la semelle. Et le drop. Le drop, c'est le fait que en arrière soit plus haut qu'en avant. Et attention au frottement, comme je disais aussi pour les souliers. Sinon, au début, c'est intéressant de faire du renforcement isométrique des mollets. Renforcement isométrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu montes sur le bout des pieds, tu tiens cette position-là. Ça peut être comme ça peut être avec une charge. Des fois, même ceux qui sont assez grands, tu peux t'ajouter une résistance dans un cadre de porte. Tu sais, tu pousses dans le cadre de porte par en haut. Fait que là, ça augmente ta résistance. Puis là, ça, c'était vraiment intéressant parce que tu le tiens un certain temps, puis ça diminue automatiquement ta douleur. Fait que c'est une bonne façon de gérer la douleur à court terme, puis en même temps, ben, ça amène du sang, ça aide le tissu à se reformer. Fait que vraiment intéressant. Renforcement isométrique, ça fait partie du traitement. À long terme, on commence avec le volume avant les intervalles parce que le volume, on va courir plus lentement. Après ça, intervalle. Ensuite, on ajoute la vitesse. Puis ensuite, on ajoute le dénivelé positif. On peut tolérer une petite douleur 3 à 4 sur 10 pendant la course et qui persiste maximum 1 heure après la course. Ça veut dire que si tu vas courir, tu as une petite douleur qui persiste, 1 heure après la course, il faut que tu sois revenu à ta douleur d'avant-course. Fait que si avant de courir, tu avais 2 sur 10, bien idéalement, tu es revenu à 2 sur 10. Renforcer les mollets, vraiment, vraiment important. Puis l'étirement des mollets, c'est au besoin. Fait que si, tu sais, mettons moi en bureau, je vais regarder la différence entre le pied gauche puis le pied droit, différence de mobilité. Puis quand le côté qui est blessé va moins loin, ben là, je vais donner un exercice pour ça. Mais si ça va aussi loin d'un côté que l'autre, ça vaut plus la peine de faire que du renforcement.
Puis sinon, dans prévention, on a des petites choses à faire. Être très progressif dans les changements de technique de course. Par exemple, le fait de passer rapidement à une course qui est avant-pied, ça va augmenter le risque de tendinopathie d'Achille. Puis, il faut faire attention aussi au frottement dans la chaussure de course. Euh, Puis, je devrais aussi dire être très progressif dans le changement de soulier de course. Parce que si on passe rapidement d'un soulier qui est absorbant à un soulier minimaliste, ben là, notre technique de course va spontanément changer vers plus de l'avant-pied. C'est ça, en fait, le risque là, du changement vers des souliers plus minimalistes. Puis c'est pour ça qu'on faut être vraiment progressif. Euh, Fait qu'encore là, on fait attention au changement. Fascite plantaire, le numéro 4. Donc, fascite plantaire, c'est une douleur qui est en dessous du pied. Je vais vous le montrer plus c'est où. Euh, Prévalence, c'est 5 à 10 des coureurs, puis ça représente 8 des blessures de course. Puis, comme je disais tantôt, on en voit aussi beaucoup dans la population générale aussi. Juste une semaine de vacances avec des gouttes d'un pied pendant 2 semaines ou une semaine, des fois, ça fait une fasciite plantaire. Ou même juste, j'étais allée dans le sud, j'ai marché sur la plage nu-pied toute la semaine. Ça augmente les risques de fasciite plantaire. Fait qu'on les voit pas juste chez les coureurs. Donc, c'est une douleur précise au niveau de l'arche plantaire près du talon. Je vais vous la montrer ici. Oups, en plus. Fait que là, mon pied, mon talon est ici, mes orteils sont en haut, là. Je sais que ça vient un peu flou. Donc, souvent, l'arche plantaire ici vient raide, puis la douleur est vraiment précise ici. Parce que c'est ici que le fascia s'attache, tout simplement. Fait que souvent, ça vient faire une petite pointe à ce niveau-là. Ça augmente quand on monte sur la pointe des pieds, quand on se tient sur un pied, surtout si le pied vient verser vers l'intérieur, puis le fait de sauter, ça augmente la douleur. Sinon, là, ça c'est assez classique de la fasciite, ça fait mal le matin, quand on se lève, ou quand on se lève dans la nuit, un peu comme la douleur au tendon d'Achille. Puis des fois, ça fait pas mal la journée, mais le matin, whoop, c'est là qu'on a les infos. Justement, si tu es en train de progresser en course à pied, puis que ta douleur le matin est plus grande que la veille, ça veut dire que c'était peut-être un petit peu trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait à court terme? On réduit les activités douloureuses. La vitesse, la pliométrie, le dénivelé positif, ça veut dire les pentes qui montent. Puis on va faire une activité de transfert, le vélo, la natation. Les deux, d'habitude, ça passe bien. Pour le soulier, la chaussure, on va augmenter l'amorti, donc la semelle. Le drop, c'est intéressant de l'augmenter. Fait que le talon il est plus haut que l'avant-pied. Puis la rigidité longitudinale, ça veut dire que le soulier, j'ai de la misère à le plier en deux, dans le sens de la longueur. Puis là, une technologie de sport d'arche, il est intéressant à ce moment-là. Donc, pas en prévention, mais dans la réhabilitation à court terme, intéressant. Puis idéalement, après ça, on fait un petit sevrage de la semelle qui, euh, qui vient supporter l'arche plantaire. Étirement et massage peuvent aider. Donc, étirement mollet et en dessous du pied. Massage également aide beaucoup. Puis le fait de faire du renforcement des muscles intrinsèques du pied, donc le fameux pied court que vous faites dès les fondamentaux 1, c'est comme l'exercice par excellence pour la fasciite plantaire. Puis un autre exercice qui est intéressant pour ça, c'est de monter sur le bout des pieds, mais avec une serviette roulée au niveau des orteils. Fait en avant, les orteils sont surélevés, une serviette roulée là, puis on monte sur la pointe des pieds. Un autre petit exercice intéressant pour la fasciite. À long terme, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le volume avant les intervalles. Fait qu'on augmente la durée de course avant de faire des intervalles. Ensuite, on ajoute de la vitesse et finalement les montées de côte, le dénivelé positif.
On peut accepter une douleur de 3 sur 10 au moins pendant les activités, puis à surveiller le après. Des fois, c'est qu'on n'a pas tellement mal, mais on a tendance à se tenir sur un pied, sur l'autre pied, tu sais, avec les hanches souvent déhanchées. Fait que si tu tiens comme ça, puis tu dis, ah, pourquoi, coudonc, je me tiens comme ça? Parce que souvent, ça se fait sans qu'on se soit conscient. Puis là, whoop, on revient sur le pied, puis c'est comme, ah ouais, finalement, j'ai mal. Fait que c'est juste d'être un petit peu à l'affût du après. On veut pas plus de raideur matinale le lendemain matin. Fait que c'est souvent là, comme je disais, c'est souvent là notre information. Courir un peu chaque jour. Fait que vous voyez, c'est différent de la bandelette iliotibiale. Là, idéalement, on veut un petit peu de stress à tous les jours. Puis, on va faire des étirements de mollets au besoin. Fait que si jamais il y a une différence gauche-droite, puis que c'est moins grand le côté où il y a de la douleur, ben là, c'est intéressant de faire l'étirement des mollets. Prévention, on veut être très progressif dans les changements de technique de course, bien entendu. Même chose avec le changement de souliers. Dernier, périostite tibiale. C'est 10% des coureurs qui vont avoir cette blessure-là, puis c'est 13% des blessures de course. Euh, En gros, c'est quoi? C'est une inflammation du périoste. Puis le périoste, c'est l'enveloppe du tibia. Fait autour du tibia, c'est comme autour de l'os, on a comme l'os a comme une peau, on va dire. Ça, c'est le périoste. Puis c'est ça qui enfle. Donc, ça va causer une douleur à l'intérieur du tibia au-dessus de la malléole interne. Je vous montre c'est où. En fait, il existe deux périostites tibiales. Il y a la tibiale médiale puis la tibiale antérieure, mais la plus fréquente, c'est celle à l'intérieur pour les coureurs, en fait. Pour les gymnastes, c'est différent, mais souvent, ça va être une douleur ici. Ouais, excusez, ça vient flou. OK, on l'a. Fait que ici, c'est la malléole médiale. Fait que je suis à l'intérieur de mon pied, c'est mon pied droit. Puis la douleur va être ici. Puis des fois, c'est comme à une place plus précise. Puis des fois, c'est comme ça fait mal tout ici. Ça, c'est la blessure, la périostite qui est plus fréquente chez les coureurs. Puis une fois de temps en temps, ça va arriver qu'on ait une douleur ici, plus en avant. Ça peut être aussi une périostite qui est juste pas à la même place. Fait que c'est une autre place que le périoste, en fait, va enfler. Il va avoir une douleur au toucher. Puis ça va être causé par souvent un impact qui est bruyant au sol. Fait que quelqu'un qui court lourd va être plus en risque d'avoir cette blessure-là. Sinon, l'autre chose qui peut provoquer cette blessure-là, c'est des courses à haute intensité. Fait, se mettre à faire de la vitesse, beaucoup de sauts, plus de côtes, le changement de chaussure, puis le changement de technique de course trop rapide. Puis c'est important qu'on en parle, la périostite, parce que c'est fréquent, mais aussi ça peut évoluer en fracture de stress. Une fracture de stress, c'est une vraie fracture. C'est juste qu'il n'est pas rien arrivé, elle s'est construite tranquillement. Mais c'est une vraie fracture. Puis là, à ce moment-là, si tu as une fracture de stress, ben là, tu vas avoir une douleur qui est plus précise. Fait que sur ton os, tantôt, je disais, souvent, ça fait mal tout le long. Ben là, ça va être comme, j'ai mal là. Fait que là, souvent, c'est comme là, la fracture allée. Et ça vient des fois avec de l'œdème, donc de l'enflure. Puis, le test Fulcrum, c'est un test qu'on fait en clinique pour savoir si c'est une fracture ou non. Après ça, c'est tout le temps pertinent d'avoir un rayon X, là, on s'entend, mais c'est pour décider, bon, est-ce qu'on va avoir un rayon X ou non. Mais le test Fulcrum, là, pour vous donner une idée, c'est comme, t'as l'os, c'est comme, tu fais le mouvement comme si tu voulais le casser. Ça ne cassera pas, là, on s'entend, mais si juste le fait de ce stress-là, ça reproduit la douleur. Là, c'est comme, bon, ça ne regarde pas bien. Fait que là, après ça, on va envoyer au rayon X, là, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est important de savoir que ça peut évoluer en fracture de stress. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on fait? On réduit les activités douloureuses. Vitesse, pliométrie, pointe des pieds,
puis le dénivelé positif. Puis on veut pratiquer une activité de transfert. Là, c'est vraiment pertinent d'utiliser une activité de transfert si c'est aigu, vélo ou natation. Les deux, c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'impact. Puis à plus long terme, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va commencer par augmenter le volume avant les intervalles, ensuite la vitesse, puis ensuite le dénivelé positif. Fait que l'ordre se ressemble quand même souvent, hein? C'est souvent volume, ensuite vitesse, puis ensuite le dénivelé, parfois positif, parfois négatif. C'est surtout le syndrome de la bandelette iliotibiale qui est différent. Celui-là, on veut courir chaque jour. Donc, on veut courir un petit peu, mais à chaque jour. Puis, on ne veut pas tolérer de douleur pendant l'activité ou très peu, puis ça ne doit pas augmenter après. Fait qu'on est vraiment attentif à quand la douleur augmente parce qu'on ne veut pas que ça évolue en fracture de stress. Le renforcement des mollets, c'est vraiment pertinent. Donc, monter sur la pointe des pieds, redescendre. Puis, l'étirement des mollets au besoin. Fait que même principe, si tu as perdu de la mobilité, c'est intéressant de la retrouver. C'est ça. Fait que ça ressemble à ça pour la périostite. Puis comment la prévenir? Ben, on va faire attention à changer progressivement de technique de course. Puis d'aller vers une course plus protectrice, justement, qui fait moins de bruit, cadence 180 plus ou moins 10, puis des chaussures plus minimalistes, ça va aider, mais il faut que ce soit fait de façon progressive. Fait que les deux choses sont intéressantes, hein, qui sont importantes en fait. La technique de course et changement progressif. Les deux. Good! Fait que ça fait le tour des 5 blessures les plus fréquentes chez le coureur. Est-ce que, Dani, tu avais des questions par rapport à ça? Oui. Ben, de ce que j'ai vu, ça veut dire que comme les blessures aux hanches, là, c'est plutôt rare. Oui, ben c'est que ça rentre, me semble qu'il est en 6 ou septième position. Là, OK. mettons, ça va être. Ce qui est le plus fréquent, c'est une tendinite du moyen fessier. Puis, tu sais, OK. j'en vois là, souvent quand même dans mon bureau. Là. OK. Euh, mais c'est ça, il rentre en 6 ou septième. Je pense que c'est en 7 parce que si ça avait été 6, je pense que je l'aurais rentré. OK. Puis, j'ai une autre question concernant la surface de course, parce que moi, je cours, mettons, le long de la grande route. Puis, tu sais, en temps normal, c'est plat. Tu sais, y a pas... Mais tu sais, Oui, quand on rentre dans une courbe, là, oui, tu sais, d'un bord puis de l'autre, puis j'ai l'impression que c'est tout le temps du même bord, c'est tout le temps la jambe gauche. Tu sais, quand tu vas, c'est rare, ça va être la jambe droite parce que tu cours en fond, face au trafic, là. Mais oui. bref, moi, où ce que je cours, c'est plus la jambe gauche. Ça, j'imagine que ça augmente le risque de blessure. Euh, Non. ben oui, si tu me dis que tu cours surtout dans la courbe, mais en même temps, ça représente quel pourcentage de ta course, tu penses? Ah, un petit Ouais. pourcentage. Ouais. Donc, Fait que c'est cette pas assez raison-là, significatif. ouais, pour cette raison-là, ça m'inquiète moins. OK. Euh, Puis, tu sais, normalement, tu reviens. Fait que ta courbe, ça reprend-tu dans l'autre sens? Oui. Ouais, sauf que là, elle est comme plus haute. Fait que là, je suis plus Ah, droite quand je reprends ma. OK. C'est comme plus à l'aller, mais tu sais, c'est parce que les courbes sont vraiment inclinées, là. C'est vraiment. Fait que je me OK. demandais si ça pouvait être une cause de blessure. OK. Dans ce cas-là, on dirait que ça m'inquiète moins vu que c'est pas comme vu que c'est un petit pourcentage de ta course. Mais quelqu'un qui court, mettons, en ville sur les trottoirs. Ah, mon Dieu, ouais, non. OK, ouais. Ouais. OK. Là, ça peut. OK. Fait Mais que c'est pas le cas. parfait. Parce que souvent, c'est ça, les trottoirs sont vraiment accroches. C'est plus de la course sur terrain égaux, là, courant en ville à Amos, en tout cas, là. Non. On est presque en trail. Mon autre question, j'étais un peu surprise parce que la bandelette, là, moi, j'étais convaincue que c'était sur le côté de la hanche, mettons, la bandelette. Ça se peut-tu que. Il me semble qu'il y a du monde qui m'ont dit ça. Ah, j'ai une blessure de la bandelette et c'était pas du tout vis-à-vis le genou. C'était comme plus au niveau du côté, là, mettons, un petit peu plus bas que la fesse, mais côté, là, sur le Oui, côté. oui. Ben, en fait, la bandelette est là.
Parce que, dans le fond, je vais me lever. Ah, là, je suis rendue floue, hein? Ouais. Je peux pas trop m'éloigner. Je vais enlever le flou, hein. Tiens. Ah, on va bien te voir. Euh, dans le fond, la bandelette, elle part ici, puis elle Oui. descend tout le long, jusque là. OK. OK. Puis, comme je disais, il y a le TFL en avant ici qui s'attache dessus, puis il y a le grand fessier ici qui s'attache dessus. Quand elle est raide, tu sais, des fois, on va sentir aussi que la bandelette est raide. Mais le syndrome de la bandelette iliotibiale, c'est vraiment une douleur ici. Puis si la personne a mal juste comme ici, à la limite, c'est comme quasiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que ici, c'est pas irrité. OK. Ça fait mal, puis c'est limitant, là, cette douleur-là. OK. Sinon, parce que il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer, je me rappelle. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer des douleurs dans cette région-là. Fait qu'il y a la bandelette qui peut être tendue. En dessous de la bandelette, il y a le quadriceps qui finit là, le vaste latéral. Puis lui, des fois, quand il est raide, aussi, ça fait mal dans cette région. OK. OK. Au niveau comme musculaire, souvent, ça va être ça qui va créer de la douleur dans cette région-là. On rencontre. Dans tous les cas, c'est pertinent de la détendre. OK. L'autre chose qui peut créer de la douleur dans cette région-là, c'est le nerf sciatique. Fait que des fois, c'est une douleur qui vient de plus haut, puis là, c'est plus une douleur qui est neurale, mais ça ne va pas être produit dans les mêmes mouvements, dans les mêmes moments que le syndrome de la bandelette. OK. Mais des fois aussi, ça peut être confondu avec le sciatique. OK. Puis mettons que tu as un syndrome de la bandelette, parce que je trouve que ça ressemble à ça, mon affaire. Mais finalement, c'est probablement pas ça. Mais tu sais, y a-tu des exercices qu'on peut faire ou que tu pourrais me suggérer, que tu pourrais m'envoyer par Pour le texto, syndrome de la peu importe? bandelette, Ouais. ouais, tu sais, en gros, c'est de d'étendre les fessiers, grand fessier, TFL. Puis là, j'irais pas avec de l'étirement dans ton cas, surtout pour le TFL, parce que ça augmente la compression sur la bourse. OK. Mais étirement du grand fessier, je pense que tu le connais. Étirement du quadriceps, c'est intéressant. C'est ce que je veux dire. Ben, j'en avais, là, que je vais les regarder. OK. Euh, Le renforcement du moyen fessier peut être intéressant. Fait que les exercices de abduction de hanche qui sont dans le fondamentaux 2, je crois, ça ne OK. provoque pas de douleur à la hanche. Fait que c'est toujours ça, hein. OK. Euh, ouais, c'est surtout ça. Mais OK. ouais, je peux te faire un petit résumé puis t'envoyer ça si tu veux. Ou ben, je pourrais regarder dans mes choses, là. Puis, dernière question, la périostite tibiale, là, c'est-tu, puis là, peut-être que tu n'as jamais entendu l'expression, mais moi, quand je jouais au volleyball, on appelait ça des shin splints. C'est ça. OK, C'est la c'est même chose. ça, OK. Ouais. C'est bon, c'est bon. Je suis fière Là, anglophone. OK, c'est bon, fait que je Ouais. sais quoi. Ouais. Et ça fait mal. Oui, hein? Oui, Ça, c'est c'est bon. quand tu vas au volleyball que t'en as eu? Quand je joue au volleyball, à chaque début de saison, Ouais. c'était immanquable qu'on avait ça. OK. Ouais. Moi aussi, j'ai mes 4 ou 5 dernières années comme gymnaste, là, j'ai eu des périostites. C'est vraiment fréquent. Puis à l'adolescence, c'est une période. Et là, j'ai pas. T'es-tu bien occupé? Je vois qu'il est déjà 1 heure. Ouais, ben, il va falloir que j'y aille dans OK. 2 minutes, là, OK. mais ouais. Périostite tibiale, c'est vraiment fréquent à l'adolescence. Puis il y a plusieurs raisons, mais il y a beaucoup de changements aussi hormonaux OK. qui peuvent jouer sur la densité osseuse. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein d'autres trucs en lien avec ça, là, euh, le REDS aussi qu'on appelle, ça augmente beaucoup le risque de fracture de stress. REDS, c'est quelqu'un qui, volontairement ou non, ne se nourrit pas assez. Fait que mange pas assez par rapport à son niveau d'activité physique. Ça diminue la densité osseuse, puis ça augmente le risque d'avoir cette blessure-là. Fait que des fois, c'est OK. comme, il y a une restriction qui est volontaire, puis des fois, non, c'est juste la personne, elle pense qu'elle mange assez, puis elle mange pas assez. OK. OK. Ouais. Ah. Ben, c'était bien intéressant.
Oui, t'aimes ça? Oui, oui, oui. Merci Donc, je suis beaucoup. le temps, je suis le temps, tu sais, je veux pas que ça ait l'air d'un cours universitaire, tu sais, c'est ça qui est dur. Je suis comme, je veux en parler, puis en même temps, je veux pas que ce soit trop poussé, tu sais, mais je suis contente de savoir que tu as trouvé ça Non, intéressant. Fait qu'on va parler de douleurs de dos et douleurs persistantes prochaine fois. excellent. Ouais. On devrait être là. Bon, super. Fait que je te souhaite une belle suite d'été. T'as l'air d'en profiter en Yes. masse, fait que continue d'en profiter. Merci beaucoup. Je te redonne des nouvelles. Fait que OK. écris-moi si tu veux que je t'aide là avec les exercices, bandelettes. OK. Ouais, Super. good. Merci. Hey, merci! Bye! Bye.